Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette autre édition d'Equinox ce soir. L'accès dans les bureaux de vote du citoyen électeur avec son téléphone portable n'est pas interdit par la loi électorale. Clame ce jour Éric Essousset, directeur général des élections. Une sortie qui vient ainsi mettre un terme à la polémique autour de l'interdiction supposée des téléphones portables dans les bureaux de vote le 7 octobre prochain. En effet, une affiche que l'on prêterait à la délégation régionale d'Elekam pour le centre montre un téléphone accompagné d'un message, pas de téléphone dans les bureaux de vote. Comme une traînée de poudre, l'affiche a fait le tour de la toile et suscité par la suite diverses réactions des formations politiques engagées ou non à la présidentielle d'octobre prochain. Interdiction de téléphone. Après la condamnation, Elekam, la volte-face. C'est le fait du jour. Interdiction de téléphone portable après la condamnation Elekam, la volte-face. Pour en parler, je suis avec le prince Blaise Kamga. Bonsoir. Bonsoir Alain. Vous êtes président de la section RDPC Ounkam Nord. C'est bien cela? Sous-section RDPC de Fondio-Monkouet. Fondio-Monkouet. Vous êtes là, mais vous avez écrit une lettre au président de votre parti, au président national et candidat naturel. C'est comme ça que vous dites chez vous? Tout à fait, Alain. Vous lui avez fait une lettre en mai 2018. Tout à fait. C'était quoi l'essentiel? Qu'est-ce que vous demandiez au président de la République? Non, Alain, à cette époque, j'avais considéré, quand nous avons fait la politique, c'est pour l'intérêt du peuple. Et j'avais estimé que pour l'élection présidentielle de 2018, mon camarade le président Biya, parce que j'estime qu'une élection présidentielle, c'est comme une course de chevaux. Donc j'avais estimé que le président n'est pas le meilleur cheval, comme mon parti pourra présenter. Parce qu'il y en a mieux, c'est vrai, c'est notre champion, après 56 ans d'intenses missions à la tête de notre pays, j'avais estimé que c'était un grand homme, tout ça là, qu'il faut le préserver. Qu'il faut le préserver parce que on a besoin de lui dans les années à venir. Et en démocratie, en politique, surtout dans les RDPC, M. Biya nous a dit qu'il aimerait qu'on le voit comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Donc, moi j'estime que ce n'est pas une présidence à vie. Ce n'est pas ça qui nous a apporté la démocratie. Donc, pour que le président n'entre pas dans une histoire compliquée, c'est pour ça moi qui l'aime bien, que j'avais estimé qu'il était temps qu'au niveau de notre parti, qui a un niveau leadership, qui devait porter le flambeau pour les élections de 2018. Bon, okay. Malheureusement, je n'étais pas compris. Okay. Je n'étais pas compris. Voilà, il est un nouveau candidat. Oh, oui, ça vous désole un peu? Dans tous les cas, je ne crois pas. Le président est un candidat. C'est contre la vision que j'ai de la politique. Dans tous les cas, je pense que je suis le 7. Vous battez quand même campagne pour votre champion depuis samedi? Non, pas pour le moment. J'ai été très combattu. J'ai été très combattu par certains camarades, mais certains me comprennent. Mais je pense que d'ici le 7, tout ça, comme une élection. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire une élection présidentielle est une élection républicaine. Ce n'est pas une élection de parti. Ok. Donc j'espère que le 7, j'aurais fait mon devoir, je partirai faire mon devoir de citoyen. Ok. Ah ouais. Voilà. On ne va pas vous demander pour qui vous allez voter. C'est évident, non? Dans tous les cas... c'est pas évident. Ok, non, on a compris. Ah ouais. Sur ce plateau également, Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonjour aux téléspectateurs, c'est un plaisir d'être des vôtres. Voilà, journaliste et depuis quelques jours conseiller du directeur de la publication du Messager. C'est bien cela. Ok, bienvenue une fois de plus sur le plateau. C'est tout un honneur. Voilà, également Sili Sambaka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs.
Vous êtes le vice-président de l'UDC. Oui. On ne voit pas beaucoup depuis samedi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais apporter un petit éclairage pour que les gens comprennent bien ce qui se passe, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on me le dit tout le temps. Voyez-vous, nous allons à des élections au Cameroun dans un contexte bien précis, avec des projections sur tantôt la décentralisation, tantôt la régionalisation, le fédéralisme. Et si vous remarquez bien, le programme de l'UDC se base sur la fédération des régions. Et on distingue bien ce qui est de l'ordre du pouvoir central et ce qui est de l'ordre de la région et des communes. C'est très important parce qu'on peut aller à une élection présidentielle et battre campagne comme les sortants. Nous ne pouvons pas battre campagne comme les sortants parce que les sortants, ils ont centralisé, ils exercent la centralisation. Et c'est une erreur que d'être candidat et commencer à penser que on va faire comme les autres, comme ceux qui étaient avant nous. Donc la responsabilisation du militant au niveau de sa région, au niveau de sa commune, c'est automatique. Il faut qu'on y aille, qu'on arrive à cela. Et l'UDC a bien précisé depuis 3 mois qu'on doit faire une campagne de proximité. On doit s'organiser au niveau des villages, on doit s'organiser au niveau des communes, on doit s'organiser au niveau des départements et des régions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir de ce moment-là, il faut, en termes de pré-campagne, travailler sur le terrain, former les militants qui vont surveiller les votes. L'UDC a été trop victime de vol de voix. Ils auront des téléphones portables? Absolument. Et je pense que quand ça commence comme ça, heureusement que le directeur a apporté des précisions, mais il était question de voir si on ne devait pas y aller plutôt avec 2 téléphones au moins. Ah, 2 téléphones. Au moins. Ok. Siri Sambaka, il y a aussi cette rumeur, cette nouvelle qui a fait le tour de la toile hier, annonçant dans Damjoya dans un mauvais état. Je préfère m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il en est? Si Damjoya était dans un mauvais état, je ne serais pas en train de sourire. Je serais triste. Et je peux vous garantir qu'il est dans un très bon état. Vous allez le voir dans quelques jours. Vous allez le voir dans quelques jours. Et je peux vous dire que vous, les journalistes, vous avez le droit d'aller le voir. D'aller le voir. Je vous dis quelque chose, vous pouvez aller le voir, je vous l'ai dit. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez, nous sommes dans une pré-campagne et une campagne où vraiment, il faut que, à un certain moment, on s'arrête et on se demande où est-ce qu'on veut amener le Cameroun. Il n'y a jamais eu de haine comme ce que nous voyons dans cette pré-campagne que nous faisons aujourd'hui. Le pays ne s'est jamais aussi mal porté. Les crises et autres. Vous voyez donc, quand vous prenez l'éthique, vous prenez la morale, est-ce que vous allez entrer dans cette danse-là? C'est une danse qui ne peut pas servir le Cameroun, qui ne peut apporter que des problèmes au Cameroun. Le Cameroun demande à être pacifié, de mettre sur la table le débat des idées. Pas de préjugés, le débat des idées. Ça permet au Cameroun d'avancer. Il faut quand même que le retard qu'on a accumulé, que le Cameroun puisse se rattraper. Nous avons quand même le souvenir d'un Cameroun qui se portait bien, où les autres Africains venaient faire l'école et ils en étaient fiers. Il faut qu'on retrouve ce Cameroun. Ce n'est pas en se détestant, en animant le tribalisme et tout ce qui peut être haineux, qui peut faire avancer le Cameroun. Donc l'UDC s'est interdit d'entrer dans cette danse. On le provoque, on provoque. Amplifié par les réseaux sociaux. Tous les jours, dans les réseaux sociaux et autres, le président de l'UDC est mort, le président de l'UDC c'est la vieille garde, le président de l'UDC c'est ceci, c'est cela. On personne pour donner le contenu. Avant qu'on ne parle de décentralisation, nous avons été les premiers à parler de tout ça. Nous avons été les premiers en 93 à faire un avant-projet de constitution qui parlait de fédéralisme des régions. Vous voulez que pendant tout ce temps, ce monsieur a fait le tour du Cameroun plus de 20 fois. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Adamou Damjoya, mais peut-être tout le monde ne sait pas de quoi il est capable. Il faut donc que nous prenions le temps de battre campagne pour expliquer
les multidimensions de cet homme pour que les Camerounais comprennent que très souvent, au Cameroun, quand on insulte quelqu'un, c'est parce qu'il a une valeur certaine. Ok. Il y a un autre qu'on annonce aussi décédé, c'est la deuxième personnalité du Cameroun, Marcel Niad Difendi. Il n'en est rien. Marcel Niad Difendi est bel et bien en vie, contrairement à tout ce qui circule comme information. Le président du Sénat est bel et bien en vie. Il fallait le noter. Alain Dipou, je commence avec vous. Cette décision, c'est-à-dire cette sortie du directeur général des élections aujourd'hui, comment vous l'avez perçu? Je crois que le directeur général de ENECAM est monté au créneau ce soir pour faire taire ce ballon d'essai qui était mis en sécurité. Ah, c'était un ballon d'essai? J'ose croire, parce que quand vous lisez par la délégation régionale du centre. Hein? Mais seulement les responsables au plus haut niveau de l'ENECAM ne se reconnaissent pas dans ce communiqué, dans cette image. Cette affiche, oui. Le tour, n'est-ce pas, de la planète via le circuit de l'Internet. Donc, pour dire que le directeur de l'ENECAM, le directeur général de l'élection Cameroun, a eu de la veine en clarifiant en apportant des clarifications par rapport au jeu. Parce qu'il est clairement établi que, d'après le code électoral en vigueur au Cameroun, nulle part on ne fait mention de l'interdiction d'accès au bureau de vote avec muni du téléphone par un électeur inscrit régulièrement. Et donc, ça aurait été une atteinte grave au principe de la liberté et au droit de l'information que d'empêcher des citoyens camerounais qui vont aux urnes. Et vous savez très bien que les téléphones aujourd'hui s'utilisent, c'est des supports nécessaires de la communication qui sont indispensables désormais. C'est le compagnon fidèle, l'un des compagnons les plus fidèles de l'homme en ce moment. Donc, lui demander, le citoyen camerounais qui est friand d'information, qui a droit à l'information, et ce droit est bien consacré dans les textes fondamentaux de ce pays, à savoir la Constitution. Donc, le privé, n'est-ce pas, de ce droit-là équivaudrait, n'est-ce pas, à enfreindre, n'est-ce pas, la loi constitutionnelle. De ce point de vue, Dr Essoussé a fait une belle sortie qui vient préciser qu'effectivement... Est-ce qu'il avait le choix? Il fallait le faire parce que ça laissait présager qu'il y a déjà, sans procès d'intention à l'ENECAM, oui, ça laissait présager qu'une machination était déjà en chantier, en cours de préparation dans le pipe pour corser, pour faucher les règles du jeu, tout au moins au niveau des PV et au niveau même de la gestion des opérations de dépouillement dans les différents bureaux de vote. Il est donc clair que la loi électorale précise que le téléphone est un support de communication qui va permettre à chaque citoyen de pouvoir contrôler le vote. Puisque lorsque un contentieux est ouvert après l'élection, il faut des preuves. Les preuves ne peuvent être matérialisées qu'à partir d'un appareil qui a filmé soit des PV querellés, des PV falsifiés, etc. Donc, on ne peut donc pas dans ces conditions-là dit clairement que il faut interdire aux populations d'aller dans les bureaux de vote munis de leur téléphone portable. Je crois que l'ENECAM est revenu à de meilleurs sentiments et que tout le monde sait désormais qu'il faut, pour paraphraser le grand frère Sambakam, tout le monde sait désormais qu'il faudrait aller aux urnes le 7 octobre avec au moins deux portables. Okay. Pour que effectivement la communication puisse se faire. Mais attention, il ne faut pas que ces téléphones-là deviennent aussi des éléments perturbateurs. Voilà, justement, j'allais justement poser la question à Blaise Kamga. Les responsables de l'ENECAM rencontrés avant la sortie du directeur général disent que c'était pour prévenir d'éventuels dérapages de la part des électeurs qui viendraient comme ça filmer et commencer à balancer des informations. Non, Serge, il faut dire concernant cette information sur le téléphone portable le jour du scrutin, je n'ai jamais à aucun moment pris cette information au sérieux.
J'ai été consultant à l'ECAM pendant plusieurs années, donc je connais bien la structure. Donc, je connais les prérogatives de l'ECAM. Je connais ses limites. Et j'ai été surpris que quelques journaux, comme la nouvelle expression, ou quelques hommes politiques, ne sont... Parce qu'une décision se matérialise par une décision ou par un décret. En aucun moment, je n'ai vu une décision signée du directeur général de l'ECAM ou du président du conseil électoral. Cette décision ne dit nulle part. Mais elle peut aussi se justifier parce que nous savons, depuis 1992, c'est un parti politique qui a la fraude. Et j'ai l'impression qu'il y a certains faucons. Il y a certains faucons qui ont lancé cette information comme balai d'essai pour juger l'opinion. Oui. Parce que c'était pour vouloir imposer cette décision à l'ECAM. Oui. Mais l'ECAM, qui est une structure assez sensible, moi qui connais la maison, je ne pense pas qu'ils peuvent céder. Ils peuvent céder à ce genre de... Toujours pour revenir des responsables, certains sous anonymat, de l'ECAM qui ont été rencontrés avant la sortie du DG, pensent que ce message n'avait pas encore été validé. Ça veut dire qu'on a quand même pensé à une chose comme celle-là, à l'ECAM. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. J'estime que le message qu'on a vu... Donc tout ce qu'on a vu là, c'est un grossier montage? C'est ce qu'on appelle... Délégation régionale du centre. Vous savez, aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, tout est possible. Il y a des hackers. Et ceux qui étaient derrière, je l'ai dit tantôt, c'est des gens, c'est des faucons qui veulent manipuler l'opinion, qui veulent que ce jour-là, ils veulent passer par force. Donc, avec ta permission, juste un petit rectificatif, parce qu'il ne faudrait pas ouvrir sur ce plateau le procès de la presse. Je voudrais rapidement que cela soit dit ainsi. Parce que ceux qui ont traité de ce sujet d'actualité dans la presse ont exploité un document en circulation, une affiche précise. Ils sont même allés rencontrer des responsables de l'ECAM. Et donc, on ne peut donc pas aujourd'hui commencer à dire que c'est la presse qui a mal fait son travail. Je m'oppose à cette vision, à cette façon de percevoir les problèmes. Il se trouve tout simplement qu'effectivement, des affiches ont circulé sur les réseaux sociaux indiquant des dessins qui sont éloquents, c'est-à-dire des téléphones avec encerclé, dans un téléphone dans un cercle de couleur rouge, plus bas. Ceux qui ont fait l'auto-école comprennent ce que ça signifie. C'est-à-dire que interdit dans interdiction. Et le message était clair parce qu'il y a une signature. On a bien vu l'ECAM, direction régionale du centre. Voilà d'où part le problème et l'exploitation que la presse en a fait dans ses choux-gras ce matin. Oui, pour abonder dans son sens, je dirais tout simplement que si on n'a pas la mémoire courte, on doit pouvoir se rappeler ces élections ici au Cameroun avec le même code électoral où les sous-préfets faisaient les tours des centres de vote et demandaient aux gens de sortir de là, alors que la loi leur permet d'assister au C'est des lieux publics. Ça s'est fait dans ce pays. Donc il y a eu cette période, les choses évoluent, il y a les réseaux sociaux, il y a des discussions, et je dois dire que cette affiche a circulé. Le démenti est venu parce que les journaux en ont parlé, mais dès que ça a circulé, l'ECAM devrait réagir pour dire que c'est pas l'ECAM, mais certaines personnes de l'ECAM ont dit que c'était l'ECAM, et puis le directeur est venu en toute souveraineté dire non, ça ne marche pas parce que ça allait contre la loi. Donc je dois vous dire que quand les sous-préfets faisaient sortir les électeurs des bureaux de vote qui voulaient voir les dépouillements, à cette époque-là aussi, ma foi, les électeurs avaient le droit d'être là pour assister au dépouillement. Mais on les faisait sortir, et comme il y avait toujours la police là-dedans, on amenait les gens à sortir de là, et le dépouillement se faisait sans électeurs. Donc on a traversé cette période aussi est passée, parce qu'il y a eu des revendications, on a présenté des lois, la loi qui disait qu'on a le droit d'être là au dépouillement. Je crois que cette fois-ci, ce sera difficile que les sous-préfets fassent le tour pour demander aux gens de sortir des centres de vote. Ok. Et justement, il y a ce problème, la présence de ces téléphones. L'opposition dit que c'est pour sécuriser les votes.
Est-ce qu'il y a un risque? Non, je pense que si le parti au pouvoir... Si chaque électeur doit envoyer les résultats, ça va ressembler à quoi? Non. Vous avez des scrutateurs dans les bureaux de vote. Oui. Vous avez votre QG. Il est tout à fait normal que quand votre scrutateur, n'est-ce pas, filme les résultats, qu'il les envoie au QG et que le QG commence à comptabiliser. Donc c'est quelque chose de normal. Si la loi dit que ça n'a pas de valeur et qu'il faut attendre, ça n'enlève rien que chaque parti politique qui a ses scrutateurs dans les bureaux de vote reçoivent les informations qui lui permettent de voir s'ils sont en bonne position ou en mauvaise position. Donc je crois que l'un n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas parce que les partis politiques auraient eu dans leur QG les résultats de leurs scrutateurs que, ma foi, on dira les résultats sont sortis. Non, les résultats même qui sortiraient de là n'auraient pas de valeur parce que c'est la loi qui le dit. Donc on ne peut pas empêcher les partis politiques de savoir quelles sont les tendances. Les tendances dans le monde entier, ça se fait comme ça. Et dans certains pays même, on a des résultats quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote. Oui. Et Alain Djipou, malgré la sortie de Éric Essousset, directeur général des élections, on a toujours comme l'impression que ce problème, la présence des téléphones, dérange, on va le dire, le système. Bon, je pense que ceux qui avaient déjà ficelé des scénarios, oui. Ceux qui avaient déjà manœuvré, ou bien qui manœuvrent pour que ces élections-là ne soient unfair, pour dire, entaché d'irrégularité et de fraude, je crois qu'ils devraient encore revoir leur méthode. Parce que, effectivement, le code électoral prévoit que chaque candidat ait des représentants dans les bureaux de vote. Et donc, ce sont ces représentants-là, et même chaque électeur qui est inscrit dans un bureau de vote, c'est le message qui est passé. Quand il assiste au dépouillement, devrait non seulement voter, mais surveiller les opérations de vote, toutes les opérations liées au vote. C'est-à-dire... assister ou surveiller? Surveiller, peut-être le terme n'est pas approprié pour dire... Il assiste, non? Il doit veiller à ce que des irrégularités ne prennent pas le dessus. S'il y a des choses à corriger, qu'il dénonce rapidement en interpellant le président du bureau de vote en question. Non, je crois que c'est le message qui est véhiculé au moment où certains partis politiques continuent de former des observateurs électoraux et la société civile. Donc il est clair qu'il y a comme une incongruité dans la loi électorale, et je crois que c'est ce que Sambaka a voulu démontrer tout à l'heure, lorsque on dit par exemple que les bureaux de vote sont publics, le dépouillement se fait de façon publique. D'où vient-il maintenant qu'on dise, qu'on interdise aux médias, au QG de donner les tendances des résultats? C'est proprement aberrant, parce que si chaque bureau de vote a la responsabilité de proclamer les résultats, pourquoi on devrait encore attendre 2 semaines pour avoir les résultats définitifs, alors que à partir du moment où dans tous les bureaux de vote les résultats sont lus de manière publique et officielle, cela pose problème. Bon, la loi est mauvaise, mais c'est la loi. Pour le moment, notre loi nous demande de faire de ne pas publier des tendances, mais je crois que ceux qui aspirent à diriger ce pays, comme les Sambaka et autres, devrait revoir fondamentalement ce code qui est obsolète. Blaise Kamga, vous êtes aussi, parce que vous avez dénoncé un certain nombre de choses, hein, quand vous demandez à votre champion de passer la main sur ce plan-là, c'est-à-dire que les résultats traînent, surtout maintenant avec l'évolution, la technologie. On doit toujours attendre une journée, 2. Non, en ce qui concerne les élections, je pense que ce domaine-là, je peux parler avec autorité. Oui. Parce que depuis 1992, j'ai observé des dizaines d'élections. Pour les cas exprès du Cameroun, en ce qui concerne les opérations électorales, c'est-à-dire le du scrutin, qui est le moment le plus critique des processus électoraux, la loi a permis, qui est ce qu'on appelle la commission locale de vote, qui est composée d'un président, qui est nommé par les CAM, avant c'était nommé par l'administration, des représentants des partis politiques en compétition,
et des observateurs qui sont agréés par les BINAC. Pour l'occurrence, c'est le représentant des candidats, comme il n'y a pas de parti politique. Oui, tout à fait, ce que j'ai dit tantôt. Soit les représentants des candidats, etc., etc. Et le président du bureau de vote, qui est nommé par l'ECAM, joue le rôle de police. C'est le chef du bureau de vote. Et ensuite, la loi dit aussi que le déploiement est public, est ouvert au public. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à 18h, dès qu'on commence le déploiement, une à la plus grande minute, on connaît le résultat. Non. Maintenant, la polémique qui vient du téléphone portable. Le téléphone portable aurait dû, aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça, faciliter juste la communication à partir des bureaux de vote vers les différents QG. Oui. C'est-à-dire, dans chaque bureau de vote, avec un petit clic, le QG d'un parti politique, c'est qu'on a eu tel nombre de résultats. Mais normalement, si on était sérieux, avec aujourd'hui avec Internet, avec le téléphone portable, la commission départementale de recensement des votes, ou après la commission nationale de recensement des votes, une journée après, toute la compilation sera faite. On ne sera pas attendre 15 jours ou 20 jours. Je crois que c'était un mauvais réflexe. Je ne sais pas pourquoi le législateur a maintenu 15 jours. Alors à quelques heures après la fin du scrutin, les votes sont connus. Dans les territoires, si un parti est sérieux, si un parti a tous ses représentants dans un bureau de vote, j'assure à 21h, avant un clic, un candidat va voir ses résultats en main. Ok. Siri Sambaka, faire traîner les choses, c'est synonyme qu'il y a des manipulations qui sont faites. Non, ce que vous devez savoir, c'est que l'administration territoriale a tous les logiciels pour avoir les résultats à 21h. On a vu ça dans les élections antérieures où on ne devait pas donner le même jour. Oui, quelques heures après. Ils ont les résultats et on avait vu ça une fois, il y avait eu entorse. L'administration territoriale a commencé à donner des tendances. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je ne me rappelle plus exactement de l'année, mais ça a eu lieu. Donc, les élections, les résultats des élections, tout au moins, à quelque chose près, parce que ce qui pose problème, ce sont les coins enclavés. Vous savez, dans mon département, par exemple, dans l'OCAM, même le RDPC n'est pas représenté dans certains bureaux à cause de l'enclavement. On a vu ça lors de certains scrutins où plus de 700 bureaux de vote, le parti au pouvoir n'était pas représenté. Donc c'est difficile. Il faut louer des motos, il faut louer des 4x4 pour sillonner, etc. C'est très complexe, surtout que les élections présidentielles tombent toujours en saison de pluie. Donc vous comprenez donc que les choses traînent parfois? Ça peut traîner, mais le gros est déjà fait. Oui. Ce sont des exceptions. Oui. Ce sont des exceptions qui, en principe, je ne veux pas utiliser le truc consacré qui dit que pas de nature à entacher les résultats, mais en réalité, c'est quelques bureaux de vote perdus dans des points qui sont complètement enclavés. Oui. Mais sinon, les grosses tendances et puis les résultats sont connus, même en Europe, n'est-ce pas, on donne les résultats et puis on les complète après parce qu'on sait que ce qui arrive ne peut pas influencer le résultat. Donc voilà, ce qui embête souvent, c'est tout simplement les bureaux de vote. Vous comprenez? Parce que l'identification au niveau du bureau de vote pose quelques problèmes. C'est pour ça qu'on forme les scrutateurs. Parce que les scrutateurs doivent savoir que si c'est une personne seule qui identifie, il y a de fortes chances que si cette personne est de mauvaise foi, qu'elle puisse faire voter quelqu'un qui n'est pas effectivement le propriétaire de la carte. Vous voyez? Donc, parce qu'il faut identifier si votre carte d'identité correspond, n'est-ce pas, à cette carte que vous avez. Et si les cartes traînent, et qu'il y a la possibilité donc d'infiltrer des gens qui vont se mettre à voter alors que ce n'est pas leur carte, tout simplement parce que les autres n'ont pas retiré leur carte, c'est ça qui peut poser problème. Donc dans la formation des scrutateurs et autres, il faut quand même qu'on puisse veiller à ce que l'identification se fasse véritablement. Ok.
Alain Djipo. Juste pour souligner effectivement la nécessité pour chaque électeur et chaque représentant d'être vigilant. Parce que au-delà des questions qui relèvent de l'enclavement, l'absence de routes et autres, l'électrification rurale qui pose problème par endroit, au-delà de ça, il ne faut pas donner un boulevard à ceux qui sont champions dans le tripatouillage des résultats, de progresser dans leur salle de zone. C'est-à-dire que en réalité, c'est ça l'argument massue qui est généralement utilisé pour justifier le souci d'aller bourrer les votes, bourrer les urnes, le souci d'aller falsifier les PV pour donner vainqueur X ou Y. Donc je ne voudrais pas ici engager un procès d'intention contre X parti ou bien contre les camps, mais juste attirer l'attention des citoyens qu'il est important, malgré les obstacles naturels, malgré les limites de la gouvernance dans certaines régions, dans certaines localités, que l'on soit vigilant, que l'on contrôle, que l'on surveille, autant mieux faire se peut les opérations électorales proprement dites. Oui, Alain Djipo, je reste avec vous sur ce problème de téléphone. Hein. Là, on a vu, on assistait à une espèce de levée de bouclier de la classe politique, surtout de l'opposition. Jean-Michel Nietzsche du SDF pense que c'était la provocation de trop. Alain Foguet du MRC dit qu'il devait demander à des militants de prendre d'assaut les bureaux de vote. C'est un peu trop fort là, non? Je vais ajouter Célestin Jamin du MRC, oui, qui a aussi fait un message pour dire qu'il faudrait que tout le monde aille dans les bureaux de vote, munir leur téléphone, parce que ce qui se trame est anticonstitutionnel. Donc pour dire quand même, effectivement, qu'il y a eu un chorus, effectivement c'est le terme approprié, le lever de bouclier des leaders ou bien des représentants des candidats en course à cette présidentielle. Et c'est de bonne guerre, parce que effectivement, si cela avait été certifié que les camps a décidé. Vous pensez que c'est ça qui a fait reculer les camps? Je pense que... Je pense... C'est un recul de la part des camps? Je ne vais pas parler de recul, mais je voudrais parler plutôt de clarification. Oui. Parce que la clarification était nécessaire. Bon, on recule parce que, vous savez, dans ce pays, les réseaux sociaux sont devenus des espaces d'essai. Oui. Et quand on veut jauger la sensibilité de l'opinion par rapport à une action qu'on veut mener, on balance un truc sur les réseaux sociaux, permettez-moi l'expression, pour voir comment les gens accueillent cela et pour faire un petit sondage qui ne dit pas son nom. Donc je crois que Elecam était dans cette entreprise de vouloir sonder un peu les Camerounais, les citoyens, sur comment ces citoyens-là peuvent accepter le fait qu'on leur interdise d'aller dans les bureaux de vote munis de leur téléphone portable. Et je crois que le ballon d'essai n'a pas fonctionné et il est question maintenant de revenir à des meilleurs sentiments, et le directeur général de l'ECAM l'a compris en apportant toutes les clarifications qui s'avéraient nécessaires, parce qu'effectivement la loi n'autorise pas d'interdire l'utilisation des téléphones portables dans les bureaux de vote. Mais il y a une condition, il faut qu'il y ait Internet ce jour-là. Oui, mais vous savez, même s'il n'y a pas Internet, admettons, disons même qu'il n'y a pas Internet, ça ne va pas empêcher de filmer. Ça ne va pas empêcher de filmer les résultats. Ça ne va pas empêcher que 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après, que Internet revienne. Ça ne va pas empêcher que pendant ce temps, les QG des partis travaillent sur la base des images qu'ils ont prises. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de fondamental. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que quand on regarde un peu comment les choses se passent, vraiment, on a envie de dire que Elecam a essayé quelque chose, mais en même temps, on a envie de dire que c'est peut-être pas Elecam. Vous comprenez? Alors? Mais parce que tout va dans tous les sens. Vous regardez, regardez ce qui se passe actuellement au Cameroun, ça va dans tous les sens. On accuse celui-ci de cela, on accuse l'autre de cela, on fait ceci, on essaye ceci, on essaye cela. Il est même possible que ce ne soit pas Elecam. Donc moi je dis, quand on doit revenir, on est dans la dernière ligne droite. Vraiment, il faut que les gens s'occupent de leur programme, de ce qu'ils proposent au Cameroun. Hein? Pas des intrigues qui se multiplient, ce n'est pas bien. Donc moi, je ne peux pas parier sur ma dernière main ici que vraiment, c'est Elecam. Vous comprenez? Parce que quand on voit un peu... Ça vient d'où alors? Mais ça peut venir de n'importe où.
Ça peut venir, comme tout vient de n'importe où, là, dans les réseaux sociaux. Ça ne vient pas que de l'ECAM, ça ne vient pas que du gouvernement, ça vient de partout. Et c'est ça qui est déplorable. Et il faut que les Camerounais puissent distinguer ce qui est vrai. C'est pour cette raison qu'il faut saluer la réaction du directeur général de l'ECAM qui tout de suite a éclairci la chose et il a dit que ce n'était pas interdit. Ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il a réagi aussi sur les casernes, etc., etc. Donc, vraiment, qu'on nous montre le souci de transparence, mais que le jour des élections, qu'il n'y ait pas d'improvisation, que toutes les règles soient respectées. C'est ce qu'on demande. Et je vous ai donné l'exemple de l'identification qui pose encore problème. C'est ça. Et Blaise Kamga. Et oui. L'ECAM qui est derrière ça? Non, oui, c'est Sambaka. Sans être avocat de l'ECAM, oui. Je veux être formel. Et l'ECAM n'est pas derrière ces polémiques. Si vous voyez, il y a quelques jours, il y a eu une autre polémique sur la création des bureaux de vote. Les gens ont dit non, on a créé un bureau de vote au niveau de la présidence de la République. Et j'ai vu sur vos plateaux, il y a eu une émission spéciale. Mais au finish, c'était un sourire mouillé. Le directeur de l'ECAM a fait un point de presse pour dire qu'il n'y avait rien. Moi qui connais la maison, j'avais dit à mes amis à cette époque que non, cette information n'est pas fondée. Mais tout à l'heure, Siri a dit quelque chose de très important en ce qui concerne l'identification des électeurs au niveau des bureaux de vote. Parce que tous les jours, je comprends les citoyens, les jeunes, parce que la loi dit pour être électeur au Cameroun, il faut être âgé de 20 ans, révolu, et être inscrit sur la liste électorale. Mais je comprends ce jour-ci, beaucoup de nos jeunes frères, beaucoup d'électeurs disent non, nous, on n'a pas pu retirer notre carte électorale. La loi dit, pour identifier un électeur le jour du scrutin, il y a deux procédés. Soit tu as ta carte d'électeur et ta carte d'identité. Si tu n'as pas ta carte d'électeur, tu viens avec ta carte d'identité parce que c'est les mêmes informations. C'est à la base de la carte d'identité qu'on délivre la carte d'électeur. Oui, oui. Et je crois que sur ce cas de figure, la carte d'identité est la pièce essentielle. Donc, à ceux électeurs qui n'ont pas pu retirer la carte d'électeur ou bien qui ont égaré, il faut que le juge du scrutin qui vont dans le bureau de vote munis de leur carte de pièce d'identité. Avec ces instruments, je crois qu'on va les identifier et ils vont faire le devoir des citoyens. Okay. Parce que je voulais préciser une chose. Oui. Parce que à l'observation, on a vu certains bureaux de vote, n'est-ce pas, où les représentants des partis politiques étaient confinés quelque part là pour mettre devant les bulletins des candidats. Vous voyez? Et qu'au niveau de l'identification, c'est une personne qui était la seule qui identifiait. Alors, quand vous identifiez, ça veut dire que vous pouvez... Et les conséquences, c'était quoi? C'est que parfois, un électeur arrivait et trouvait qu'on a déjà signé à sa place. Oui. Vous voyez? Donc, l'identification ne s'est pas bien déroulée. Ça veut dire qu'on n'a pas véritablement identifié la personne, mais la personne est partie voter avec une carte d'électeur. Or, l'électeur qui vient maintenant avec sa carte d'identité parce qu'il n'a pas retrouvé sa carte d'électeur, trouve que au niveau de là où il devait émarger, quelqu'un d'autre a déjà émargé qui avait sa carte d'électeur. Vous voyez, ce sont des petits dysfonctionnements où il faut apporter des clarifications parce que c'est un nid terrible de fraude. Ok. Oui, rapidement. Non, alors je crois que ce que Sam dit est très très essentiel. Mais pour corriger ce dysfonctionnement, je crois que l'ECAM, parce qu'au niveau de la commission locale de vote, ce qu'on appelle vraiment centre de vote, bureau de vote, c'est le président du bureau de vote, celui qui partage les tâches aux différents représentants des candidats, aux différents scrutateurs. Et pour qu'il soit sérieux, il doit falloir que l'ECAM, à la base, fasse un véritable travail, c'est-à-dire en cooptant les présidents du bureau de vote, ceux qu'on connaît qui ont une probité morale ou qui sont impartials. Donc, à ce niveau-là, je veux compléter en disant le travail essentiel au niveau du bureau de vote, c'est l'identification. Et si on confie le travail d'identification à un parti X
il n'exclut pas que le parti B ou le parti Y, qu'on va identifier lui-même laisse son poste pour venir voir effectivement si l'électeur qui est devant l'affiche, c'est lui-même. Ok. Il va exclure ça. Oui, Alain Djipo, je vais vous lire cette sortie de Alice Sadio qui soutient le candidat Akeremouna. Les représentants de Maître Akeremouna auront bel et bien leur téléphone Android dans les bureaux de vote. J'exhorte plutôt les Camerounais à ne pas oublier leur téléphone portable dès qu'ils quitteront leur maison le 7 octobre prochain pour se rendre dans les bureaux de vote et d'y rester jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. La falsification des PV manifestement programmée, planifiée par les organisateurs de cette élection présidentielle, sera combattue avec la dernière énergie. Pourquoi ce spectre-là habite certains leaders de l'opposition? On voit déjà automatiquement la faute. Non, on ne voit pas automatiquement la faute. Ce n'est pas la première fois dans ce pays qu'on organise un scrutin d'une grande importance comme la présidentielle. Est-ce que les choses ne sont pas en train d'aller en s'améliorant? Oui. Parce que Sambaka, on semblait dire que bon, et les CAM ne peut pas être derrière ça. Beaucoup de choses. Il y a quand même des hommes nouveaux qui arrivent, qui peuvent. Les hommes politiques ont l'habitude de nous dire que beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses restent encore à parfaire. Le système électoral n'est pas totalement parfait. Il y a des mécanismes qu'il faudra huiler. Il y a des choses à corriger. Il y a des choses à réajuster. Il y a un type de comportement que les citoyens doivent avoir. Il y a un ensemble de choses qu'il faudrait mettre en route à partir des opérations d'inscription sur les listes électorales jusqu'au moment de l'élection. Il faut biométriser tout le circuit du vote en réalité. Donc ça, c'est des choses qu'on devrait pouvoir mettre en place à l'avenir. Donc on ne peut pas dire que pour le moment, on se contente on peut se réjouir de ce que le système est infaillible. Non, non, il n'y a pas de système parfait, à proprement dit. Donc il y a des choses qu'on peut corriger. Et donc, pour revenir à Alice Sadio, je voudrais quand même dire qu'effectivement, cette sortie musclée d'Alice Sadio nous rappelle que dans ce pays, même le champion sortant de mon copanéliste a relevé dans plusieurs de ses discours des dysfonctionnements lors des opérations électorales dans ce pays. Donc, et on a l'habitude de nous dire également que c'est la personnalité du Cameroun la mieux informée. Donc, quand il parle des dysfonctionnements, des irrégularités observées lors des opérations électorales, c'est que ça signifie qu'il sait de quoi il parle. Donc, Alice Sadio enfonce une porte ouverte en disant que, de par le passé, nous savions quelles étaient les manœuvres mises en place par un parti dont le représentant n'est pas ici, pour indiquer que, effectivement, il y a eu des officines dans lesquelles on travaille pour travestir, n'est-ce pas, les choix des Camerounais. Il y a des manœuvres souterraines, malheureusement dolorosives, qui sont mises en place pour tronquer le choix des Camerounais. Et donc, Alice fait une mise en garde forte, appropriée, opportune, pour que les Camerounais soient garants de leur choix. Il ne faudrait pas que ceux qui sont tapis dans l'ombre de la manipulation, des tripatouillages, et qui avaient déjà un destin funèbre par rapport à ces opérations, révisent un peu leur stratégie. Parce que tout le monde a ouvert les yeux avec les facilités qu'offre Internet aujourd'hui. Il est possible, n'est-ce pas, de synchroniser après une heure de temps l'ensemble des résultats et donc de crédibiliser le processus. Je crois que ce n'est pas un mauvais jeu que de demander aux citoyens de surveiller ce qui se passe dans un bureau de vote. C'est pour que, effectivement, le spectacle affreux des guerres post-électorales qu'on a vécues en Afrique et ailleurs ne se reproduisent pas, ne se produisent pas. C'est un problème de légitimité de celui qui sortira vainqueur? Naturellement. Oui. Et pour cela, pour que ce président-là soit légitime, c'est-à-dire qu'il soit l'incarnation des aspirations, de la volonté populaire, oui. Il faudrait donc qu'on s'arrange à ce que le système soit transparent. Oui. Je voulais juste ajouter que
au vu de mon expérience, hein, au niveau des... Vous avez demandé que ce soit avec 2 téléphones portables. Oui, au vu de mon expérience, je vous dirais que il y a ce qu'on appelle la masse critique. Oui. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. Parce que c'est dernièrement, il n'y a pas très longtemps, qu'on a vu véritablement mettre en route une stratégie qui s'appelait l'achat de conscience. Vous comprenez? L'achat de conscience qui visait à ramener les bulletins des concurrents pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est difficilement, tant qu'il n'y a pas les bulletins uniques, c'est difficilement gérable. C'est pour ça que je vous précisais que la masse critique est importante, parce que c'est celle-là qui fait en sorte que, malgré les fraudes qui peuvent passer, les résultats sont difficilement renversables. Donc, là aujourd'hui, il faut savoir que ceux qui ont pour stratégie de jongler dans les élections réfléchissent. Parce que nous parlons là, n'est-ce pas, les élections se passent, il y a eu telle chose, la prochaine fois on fait attention. Oui. Bon, et la prochaine fois aussi on découvre quelque chose parfois de nouveau, auquel on n'a pas pensé. Mais dans tous les cas, je pense que la meilleure transparence, c'est celle qui est à venir, c'est-à-dire avec une biométrie intégrale, avec un bulletin unique. Tant qu'il n'y a pas cela, il sera très très difficile de pouvoir bloquer les achats de conscience, d'autant plus que nous avons des Camerounais qui se constituent en brigade, c'est-à-dire brigade d'inscription. Brigade d'inscription, moi j'ai inscrit 100, j'ai les cartes de 100, je viens vers vous, je vous dis voilà 100 cartes, si vous me donnez tant, on va vous ramener les bulletins et on va voter pour vous. Moi j'ai vécu ça pendant les élections législatives, les élections municipales. Donc j'ai vécu ça et je sais que ça existe. Oui. Mais tant que les Camerounais n'auront pas compris qu'on a besoin de 12 millions de Camerounais inscrits, ça pourra toujours jouer. Mais le jour où on aura 12 millions de Camerounais, voire 15 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales, toutes ces fraudes-là n'auront plus cours parce que ça ne pourra pas renverser la tendance. Ok, Blaise Kamga, une question personnelle. Est-ce que ça vous fait tout le temps que les critiques soient dirigées à l'endroit de votre parti comme ça? Non, Alain, pour tous ces... Je rappelle que vous venez du ONCAM, hein? RDPC ONCAM. Tout à fait. Oui. Je crois que nous avons, dans le cadre de certaines... On vous accuse tout le temps de manipulation, de fraude. Comment vous vous sentez dans votre peau? Non, je veux dire ici, souvent... C'est pas LCAM qui a des problèmes. Non, je parle du RDPC. Ça, j'en arrive. La fraude, parfois, vient souvent des partis politiques. RDPC, tout parti compris. On en a vu ailleurs. Il y en a eu ailleurs, les partis au pouvoir qui ont des positions de fraude. Okay. Mais je dis, pour sortir de cette aubaine, il faut pénaliser la fraude électorale. Ok, merci. Cédric Noufelet, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 escales qui vont constituer l'essentiel de ce 20h. Vous suivrez l'écho de campagne avec cette guerre d'affichage concernant la prédominance du candidat RDPC Paul Biya à travers les panneaux publicitaires, mais aussi une présence qui n'est pas du tout appréciée sur les façades de lycées, d'hôpitaux publics et autres lieux privés. Le candidat du MRC a bien sûr exigé l'enlèvement des affiches publicitaires, affiches de campagne du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Quelles sont ses motivations et les raisons sur lesquelles elle fonde cette requête qui a été transmise à LCAM? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h. Et nous parlerons de cette polémique autour de l'utilisation du téléphone portable durant le jour du scrutin présidentiel. Et LCAM, qui, acculé de toutes parts, vient de faire une mise au point en faisant savoir qu'il n'y a aucune interdiction de téléphone portable. Comment en est-on arrivé à cette nouvelle? Quelle a été la réaction de la classe politique à ce sujet? C'est à suivre au journal de 20h. Et puis, nous vous donnerons la nouvelle de 2 candidats effacés jusqu'ici, Adamou Ndamjoya et Paul Biya, 5 jours après l'ouverture de la campagne électorale.
Ils ne sont pas du tout visibles sur le terrain de la campagne et pourtant, le lieutenant annonce des meetings en grande pompe de ces deux candidats, celui du RDPC et de l'UDC. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, l'essentiel de tous ces titres, c'est dans le 20h que va présenter pour nous Cédric Noufelé une fois de plus. Quant à moi, je vous retrouve pour le débrief, toujours en compagnie des experts. Voilà, retour sur le plateau Equinoxois, toujours en compagnie des experts. Et le premier, c'est Cyril Sambaka. La campagne est lancée depuis samedi. Au niveau de Douala, on va parler de Douala. Quelques banderoles. Pourquoi? Où sont passées les affiches d'Adamoundamdouya? Non, je pense que il faut être sérieux, il faut faire des économies. Hein. Il faut faire des économies. Non, il faut faire des économies parce que vous voyez... Ce que le RDPC fait là, c'est... De manière ostentatoire, on est agressé par les affiches. Je dois même vous dire que devant chez moi, on a planté la structure métallique, une grande structure métallique. Et de quel candidat? J'ai découvert comme ça, au petit matin, n'est-ce pas, qu'il y avait une grande affiche du candidat sortant, n'est-ce pas? En fait, on ne voyait... Devant votre domicile? On ne voyait même plus mon entrée. Ma façade était complètement effacée. Mais je dois dire que moi, j'avais bon espoir. J'avais bon espoir parce que quand j'ai vu ce genre de panneaux, vous voyez des écrans géants, oui, n'est-ce pas, où on fait passer des clips, j'avais dit, ben, le Cameroun est en train d'avancer parce que voilà une bonne occasion pour Elecam de prendre ces panneaux pour que les clips des différents candidats puissent passer afin que les populations soient édifiées sur les différents clips. Oui. Mais là, on constate qu'il y a un seul candidat qui passe, mais on commence à s'habituer à cela et je pense que c'est... Est-ce que vous avez souscrit? Est-ce que l'UDC a souscrit? Non, je suis en train de dire que Elecam doit veiller à ce que, n'est-ce pas, il y a une certaine équité. Oui. Alors, quand on a des panneaux comme ça, c'est Elecam logiquement qui devrait montrer les panneaux aux différents candidats. Parce que quand vous dites, est-ce que vous avez payé? Ce n'est pas ça dans l'esprit. Dans l'esprit, on doit avoir des endroits indiqués par Elecam où on peut afficher. Oui, justement. Or, dans le cas d'espèce, je vous dis, la technologie aidant, il y a des panneaux lumineux ici, des écrans géants, où on pouvait passer les différents clips des candidats. Mais il s'avère que c'est le clip d'un seul candidat qui passe là-dedans. Mais c'est aux Camerounais de décider si on doit continuer comme ça ou alors s'il faut un changement. Mais ce qui est fondamental, c'est que quand on va aux élections, c'est pour faire passer les idées, c'est pour les débats. Ce n'est pas forcément pour avoir... J'apprends même qu'il y a encore des cargos et des cargos de matériel qui doivent arriver. Déjà, la campagne est lancée, des cargos sont encore annoncés. Et je dois dire que ça sature. Okay. Quand ça sature, ce n'est plus beau. Okay. Parce que c'est ostentatoire. Et à la limite, les Camerounais, ça énerve les Camerounais. Donc, un peu de style, laisser aussi la place aux autres pour qu'ils puissent afficher. On vous dit que même sur les trottoirs, dans les lycées, dans les hôpitaux, partout c'est affiché. Mais ça coûte cher. Okay. Ça coûte cher pour le pays. Blaise Kamga, votre champion, il est invisible depuis 5 jours. Hein. On l'a dit dans le journal. C'est votre stratégie? Non, cette question m'embarrasse. Pourquoi? Parce que vous lui avez demandé de ne pas se présenter? Ça veut dire aujourd'hui l'histoire me donne raison. Comment ça? Vous savez, une élection présidentielle, c'est un homme et un peuple. Le rendez-vous. Oui, le rendez-vous d'un peuple. C'est comme un mariage. Parce qu'un mariage, sur ce cas de figure, c'est le peuple qui le marie. Le candidat et l'épouse. Le candidat doit mettre ses belles tenues, doit se mettre en exergue pour se vendre à son mari. Donc, si au jour d'aujourd'hui, au lieu que le président descende dans l'arène pour convaincre les électeurs, pour convaincre la population, pour vendre son projet, on nous envoie des images
J'ai dit, moi qui est véritablement un homme démocrate, j'ai dit, le Cameroun mérite mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. Ok. Alain Djipo, on va un peu parler de la méthode de Biya. 5 jours, on ne le voit pas. Il est annoncé dans 5 villes. C'est pour brouiller les pistes? Vous savez que ce monsieur... On annonce au nord-ouest, au sud-ouest, à Kribi, à Marois, en même temps. Non, mais je crois que l'homme est dans son style. Hein? Oui. C'est-à-dire quelqu'un d'imprévisible. Lorsque vous attendez le chef de l'État sortant, il ne réapparaît pas. Et lui, il a son temps. Tu ferais dire d'ailleurs que le temps de M. Biya n'est pas le temps de l'opinion, n'est pas le temps des militants, etc. Donc, bref, on est habitué à, même dans sa cette propre façon famille de faire, politique, ce style-là. Oui, la preuve, c'est pas tous les jours que Kamga fait des échanges avec son président. Sinon, son président l'aurait suivi dans le judicieux conseil qui lui a... le courrier lui est parvenu, oui, bien sûr. Bon, une lettre ouverte. Il y a toujours cette distance-là, comme on dit, entre le président et la base. Il est tout le temps coupé. Bon, peut-être maintenant, le scrutin du 7 octobre va permettre à ce que ceux qui sont mécontents puissent, n'est-ce pas, s'exprimer et sanctionnent celui qui est tant revendiqué à la base et qu'on ne voit pas depuis des lustres. Donc, pour dire quand même que sur cette question-là, cette façon de faire, pour moi, ressemble un peu à la condescendance. Hein. Vous savez très bien, il ne faut pas qu'on voyage sans bagage sur ce plateau. Depuis que, pour qu'il soit candidat, il y a quelqu'un, ces lieutenants, ont porté le dossier pour aller déposer à Eleka. Lui, il a fait un tweet dans un contenant officiel. Bref. Damdamdio aussi a envoyé son dossier. Non, c'est différent. Comment ça différent? C'est Damdamdio qui a déposé son dossier? Je dois dire qu'il faut bien comprendre la démarche de l'UDC. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui. C'est depuis des années. C'est depuis des années qu'on parle de décentralisation. Okay. Bon, les autres restent dans le couloir de la centralisation. J'en étais encore à évoquer le cas Biya avant de voir si je peux ajouter un mot en ce qui concerne M. Ndamjoya. Donc moi, je disais que M. Biya, les gens constatent qu'il est distant vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de ses militants. Et c'est pas aujourd'hui qu'on fait le constat. Et puis, même au plus fort de la campagne électorale, on l'a vu au journal, il est invisible. Beaucoup s'interrogent. Peut-être pour faire mousser un peu la pression, on l'annonce ça et là. Bon, moi, chez moi, rien n'est moins sûr. Avec lui, j'ai appris à être méfiant. Bon, maintenant, pour revenir sur le camp d'Amjoya, bon, Sambaka nous dit ici sur le plateau que cela participe d'une stratégie. Cela participe, n'est-ce pas, d'une... j'ai envie d'utiliser le slogan qui est à court en ce moment. C'est le fruit d'une expérience. En fait, après avoir été candidat à 3 répétitions, on a suffisamment gagné en maturité. On a compris un certain nombre de mécanismes qu'il faut huiler, qu'il ne faut pas huiler à des moments précis. Et donc, que les gens ne s'étonnent pas de ne pas voir ce candidat-là sur le terrain de l'action de sensibilisation politique. Mais en revanche, beaucoup d'autres observateurs qui ont posé les mêmes interrogations ont apporté quelques explications en disant que, et je crois que M. Sambaka l'a dit entre les lignes, quand il suggérait aux gens de faire de l'économie et d'éviter tout ce qui est ostentatoire. Donc je pense qu'à un moment donné, l'explication fondamentale, c'est que M. Biya, lui, il utilise le trésor public pour financer un certain nombre d'actions qui rentrent dans le cadre de la campagne, parce qu'il est président de la République, il a donc la même mise sur la fortune de l'État, alors que les autres candidats n'ont pas accès aux mêmes facilités. Et donc, il faut être réaliste. Donc, pour dire clairement que peut-être l'UDC n'a pas certainement les moyens de sa politique pour pouvoir impulser une campagne plus ostentatoire, plus visible, qu'à l'image, n'est-ce pas, du RDPC, qui est un parti au pouvoir qui utilise abondamment les ressources matérielles, financières, humaines de l'État au service, n'est-ce pas, du rayonnement de ce parti. Sili Sambaka, on annonce Damou Ndamjoya à Bolova.
Vous confirmez? Moi, on m'annonce à Kiossi, au Lamzé, on m'annonce à Fumban ce week-end. Vous n'êtes pas candidat. Je Ce parle du week-end. candidat. Il Je porte parle un du candidat. Vous n'avez toujours pas compris. Non, mais laissez-moi d'abord poser ma question, Siri Sambaka. On annonce Adamou Ndamdjoya à Ebolova. Ma question est de savoir pourquoi Ebolova. Et Bolova, c'est le Cameroun. Et l'UDC est solidement implanté dans le sud. Oui. L'UDC est solidement implanté dans le sud. Je pense qu'on leur doit cela. On doit s'y rendre. On doit encourager nos Alors, si, nos troupes. pourquoi vous commencez aussi par Kiossi? Vous êtes toujours dans le sud. Oui, Le non, sud représente beaucoup pour l'UDC. comme tous les autres, toutes les autres régions, le sud est quelque chose de fondamental parce que les gens ont toujours tendance à penser que les gens du sud ont déjà tout. Non, ils ont besoin de s'épanouir. Ils ont besoin d'un bien-être. Donc, à partir de ce moment-là, on étiquette le Sud comme le pays organisateur. Est-ce que ça ne fait pas double emploi? Le président commence par Ebolova, le vice-président que vous êtes, commencez aussi par qui aussi? Oui, non, c'est pas... Le Sud. Non. Je vous ai dit, ça fait 20 et poussières d'années qu'on sillonne le Cameroun. Ah, que vous avez commencé la campagne électorale pour Mais ça l'élection fait, de... mais vous savez, quand vous ratez une élection, ça vous booste. Oui. Donc la prochaine fois, vous voyez les erreurs que vous avez commises, comment vous pouvez les rectifier. Aujourd'hui, l'UDC est capable de dire voici les erreurs que nous avons commises tout au long, qu'est-ce que nous devons rectifier et quelle est donc la stratégie que nous devons utiliser. Parce que, voyez-vous, c'est l'électeur qui a sa carte. C'est le plus important pour une élection. Et l'UDC va vers l'électeur qui a sa carte. C'est lui qui est notre cible. C'est lui qui doit voter, c'est lui qui doit nous élire. C'est lui qui doit nous amener à la victoire. Ce n'est pas les foules qui n'ont pas de carte. Vous comprenez? Donc ces foules-là, nous les avons connues. Nous les avons fait. Les meetings, si nous allons dans les meetings, on aura des foules. Mais nous ne sommes pas, nous le savons. Je n'aime plus ce mot expérience parce que c'est la force de l'expérience et tout cela. Mais je dois dire qu'à force de le faire, nous savons où il faut mettre le doigt pour arriver à un résultat. Donc, le Sud est quelque chose qui nous est cher parce qu'ils nous ont adoptés depuis de longues années. Nous avons perdu des élections là-bas parce qu'on nous a arraché ces élections. Il est question d'aller requinquer nos troupes et d'avoir nos voix. Donc, si le président va au Sud, le vice-président n'est pas interdit au Sud. Donc, moi, je pense que c'est aussi un peu de l'apprentissage pour moi. Donc, d'aller dans d'autres coins pour agrémenter des meetings et autres. Donc, je vais à Fumban, je vais à l'ouest, je vais dans le sud, et puis je pense que je suis souvent avec vous, je pense que je véhicule les idées de l'UDC, dont je peux aller les véhiculer sur le terrain. Okay. Nous ne sommes pas... Vous commencez par où, vendredi je commence par Kiossi. Oui. Après, je continue sur Lamzé, je reviens sur Yaoundé, et puis je vais à l'ouest. Ok. Pour avoir un meeting à partir de Fumban à l'ouest. Vous allez sûrement croiser Blaise de Kamga. Comment ça se passe là-bas? Je vais entrer dans ma caravane. Comment ça se passe là-bas, le RDPC, dans le Oncam? Non, je préfère, dans tout le cas, avant d'arriver à votre question, je serais un peu plus à l'aise de parler de mon ami Sambaka Cyril. Non, dites-nous le RDPC, nous sommes en période de campagne. J'en arrive allez-y, nous sommes arrivés au terme de l'émission. J'en arrive, parce que je me dis, l'UDC que je connais très bien, l'UDC était aux élections en 92. Vous connaissez bien étant dans le RDPC? Non, en tant que citoyen, en tant qu'analyste politique. Oui. L'UDC était en 92, en 97, en 2004, en 2011. Je me dis en 98. En 2018. En 2018, que vient faire l'UDC? Mais vous le verrez. Que vient faire l'UDC en 98? Si on regarde dans le proviseur avec les résultats antérieurs, on a dit qu'il faut que c'est sérieux. Sambaka, décidément. Sambaka que je connais, très amical, Sambaka mérite mieux que ça. C'est-à-dire l'UDC n'a pas pu gagner des élections sénatoriales dans la région de l'Ouest en 2013 face au LDF. L'UDC qui est un parti, il peut dire un parti local. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce n'est pas les élections nationales.
Non. Merci. Ça ne tient pas votre argument. Mon cher ami, votre argument ne tient pas. On ne va pas faire ce débat. Merci. Ça ne tient pas. Voilà, merci Blaise Kamga d'être venu. Merci Alain. La campagne, vous allez rentrer à Bafang. En ce qui me concerne, je crois que le prince Tchoupe Kamga, depuis plusieurs années, a eu une très forte visibilité. Comment dire dans le Hong-Kong. Oui. Donc pour le moment, j'ai demandé à nos sympathisants, à nos militants d'être mobilisés. Okay. Et je crois qu'ils sont là le moment venu, je crois que le consigne de vote. Okay. Vous l'avez déjà donné, dites-nous votre consigne de vote. Merci Alain Djipou d'être passé une fois de plus. C'était un plaisir, Serge Alain, et à très bientôt sur ce plateau. Voilà, merci à vous également, président Sambaka. Ouais. Et bon début de campagne à qui aussi. Et surtout bonne chance. Ouais, bonne chance à vous. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Olamze, comme dit Alain Djipou. Oui.